Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Cet automne, Berne a autorisé les cantons de Vaud et du Valais à tirer des jeunes loups pour maîtriser les meutes établies dans le pays. Et la question très politique de leur protection déchire toujours les pros et les anti-loups. Mais connaît-on vraiment cet animal qui fascine autant qu'il inquiète? Comment décrire le lien que l'homme entretient avec le loup? Et pourquoi cet animal a-t-il, à travers les âges, suscité tant de fantasmes? On va se pencher sur l'histoire culturelle du loup avec vous, Michel Pastoureau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir fait ce chemin depuis Paris pour nous voir. Vous êtes historien, un historien français parmi les plus célèbres de votre génération et vous vous êtes intéressé à l'histoire culturelle des animaux, dont celle du loup. Vous avez fait paraître aux éditions du Seuil ce livre-ci, Le loup, une histoire culturelle. Alors Michel Pastoureau, expliquez-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cet animal-là, au loup? Oui, je suis, parmi d'autres choses, historien des animaux. J'ai consacré ma thèse, d'ailleurs, il y a bien longtemps, au bestiaire médiéval. Et dans ce bestiaire, quelques animaux ont eu pour moi la vedette, l'ours, le cochon, le corbeau et le loup, pour des raisons à la fois d'attirance personnelle et aussi de documentation. Il y a des animaux qui sont mieux documentés que d'autres, et pour l'historien, c'est plus facile de travailler sur le loup que sur d'autres animaux exotiques ou plus rares. Le loup, c'est un énorme morceau qui laisse des traces dans toutes sortes de documents, écrits, figurés, oraux, traditions, superstitions, chansons, jeux, sens figuré du lexique, etc. Je vous propose, Michel Pastoureau, avant qu'on entre dans l'histoire et dans la symbolique du loup, qu'on regarde quelques images réalisées par Emmanuel Tagnard. Si le loup est de retour physiquement dans notre pays, il n'a jamais quitté notre imaginaire. Le loup fascine les êtres humains depuis la nuit des temps. Solitaire ou en meute, il symbolise souvent les forces du mal, comme dans cette chanson de Serge Reggiani, associée à l'entrée des troupes allemandes dans Paris en 1940. Sans l'eau sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire, sans l'eau sont entrés dans Paris. Dans l'imaginaire enfantin, le loup est un personnage inquiétant, malfaisant et vorace, avalant mère grand et petit chaperon. Pourtant, un créateur d'une réserve de loups en France estimait en 2002 qu'on faisait un mauvais procès à l'animal. Quand j'entends dire « l'homme est un loup pour l'homme », je me dis que c'est une insulte pour le loup, oui, d'abord. Michel Pastoureau, dans votre livre « Le loup, une histoire culturelle », vous remontez aux sources des mythes et des projections qui lui sont attribuées. Dans l'Antiquité, on avait moins peur du loup. Pour preuve, Rémus et Romulus, les fondateurs de Rome, furent élevés par une louve. Le grand méchant loup apparaît au Moyen-Âge, après la chute de l'Empire romain et la disparition de l'autorité centrale. Le monde religieux s'en empare pour en faire une créature du diable. Des hommes de Dieu, comme saint François d'Assise, sont capables de les dompter. Son loup deviendra aussi doux qu'un agneau, nourri par les habitants de Gubbio. Au XVIIIe siècle, la grande peur du loup surgit en France avec la terrible histoire de la bête du Gévaudan qui épouvanta le sud du Massif central pendant 3 ans. Louis XV y enverra même son arquebusier en chef pour tuer l'animal. Cette grande peur reculera lorsque Louis Pasteur mettra au point son vaccin contre la rage en 1885. Dans les années 1940, le loup de Tex Avery passe pour un prédateur tout aussi ridicule que lubrique. L'adaptation du livre de la jungle revalorise son image. Mowgli a été abandonné dans un panier déposé devant la tanière des loups. Sous le charme du bébé, la meute adopte l'enfant, qui devra malgré tout retourner vivre chez ses semblables une dizaine d'années plus tard. La princesse Mononoke de Miyazaki a aussi été élevée par une louve qui symbolise à la fois la cruauté de la nature et la résistance de la forêt contre les humains. Mais le grand-père prit la main de Pierre, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin.
Si l'image du loup évolue avec l'imaginaire de son époque, il y a fort à parier que ces histoires continueront à fasciner encore longtemps les jeunes générations. Déclara que les garçons, comme lui, eh bien, n'avaient pas peur du loup, alors. Michel Pastoureau, pourquoi le loup excite à ce point nos imaginaires depuis la nuit des temps? Probablement parce qu'il est omniprésent dans la vie des campagnes, au contact des êtres humains et surtout des troupeaux. La peur du loup, c'est quelque chose qui va et qui vient. On n'a pas toujours eu très peur du loup. Dans l'Antiquité, on l'a dit, la peur du loup est assez faible. Ça commence quand l'Empire romain se dégrade, que l'insécurité est grandissante. Et pendant tout le haut Moyen-Âge, on a peur du loup partout en Europe. Puis arrive une période plus paisible, après l'an 1000, période d'expansion démographique, économique, il y a une autorité centrale, le loup recule, ça dure 3 siècles à peu près, et la peur du loup revient au XIVe siècle, et là ça va durer longtemps, jusqu'au XVIIIe, voire jusqu'au XIXe siècle, dans la vie des campagnes. Les causes sont d'abord climatiques. On est dans une période de climat déréglé pendant 4, presque 5 siècles. Tout le monde a faim, y compris les animaux. Donc les loups s'approchent des villages, des habitations. Ils entrent dans Paris à plusieurs reprises, au sens propre. Et donc c'est là que se forge la peur du loup telle que nous la connaissons et la mythologie qui va avec. Et puis, elle décroît, cette peur du loup, au XIXe siècle. Le documentaire l'a dit, quand Pasteur met au point le vaccin contre la rage, c'est un moment important. Et le loup va devenir cet animal moins dangereux, puis sympathique, que l'on retrouve dans le livre pour enfants, dans le bestiaire des jouets en peluche, dans toutes sortes d'histoires et de films ou dessins animés qui nous sont aujourd'hui tout à fait agréables à regarder. On note cette ambivalence du lien entre l'homme et le loup, parfois la méfiance, parfois la peur, parfois tournée en ridicule selon les époques, comme vous nous l'avez dit, Michel Pastoureau. Prenons l'exemple de l'Église chrétienne. Elle a longtemps associé le loup au diable. Et pourquoi donc ? Oui, parce qu'elle commence à construire sa symbolique animale pendant le premier millénaire, en s'appuyant sur la Bible, mais surtout sur les écrits des pères de l'Église, du IIIe jusqu'au 8e siècle de notre ère. Et naturellement, c'est une époque où on a peur du loup, on a peur de l'ours, on a peur d'un certain nombre d'animaux. Et donc, ce sont ces animaux-là qui vont prendre place dans le bestiaire du diable. En outre, le loup est un animal nocturne. Au Moyen-Âge, c'est extrêmement un très grand péché de vivre la nuit, de travailler la nuit, de voir dans la nuit. Donc tous les nocturnes sont dans le bestiaire du diable. Et puis c'est un animal qui passe pour féroce, cruel, rusé, lâche aussi, puisqu'il n'attaque pas seul, mais en groupe, en meute. Donc tout ça, c'est un cortège de vices que les bestiaires médiévaux mettent sur le dos du loup. Ça finit par peser très lourd. Mais à cela, il faut quand même ajouter, Michel Pastoureau, aussi la lubricité. J'ai lu dans votre livre que le mot lupa, en latin, loup, est finalement devenu aujourd'hui, a donné son nom au lupanar, le lieu de débauche aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que ce loup-là, qui a été associé au diable, on lui a aussi donné comme ça cette symbolique de lubrique, de sexuel. Voilà, c'est la louve qui incarne surtout le péché de chair, si je puis dire, du point de vue sexuel. Donc ça rajoute un vice supplémentaire, comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Donc le péché de luxure, oui. Et... Mais comment ça se fait ? Pourquoi au loup on a associé ce péché-là ? Là, on peut dire qu'il n'y a pas d'observation de la nature qui aurait pu conduire à cela. Simplement, c'est un jeu sur les mots, probablement. Mais il y a quand même des textes, à la fois dans l'Empire romain et surtout au Moyen-Âge, par exemple le roman de Renard, qui met en scène un loup ridicule qui s'appelle Isengrin. Il a une femelle particulièrement lubrique qui s'appelle Hersan et qui est couverte par le renard, qui n'est pas son congénère, mais
Elle a l'air d'aimer ça. Alors passons de ce sujet-là au conte pour enfants, un saut assez quantique, mais il faut force est de constater que le loup est aussi la vedette des contes pour enfants. Et pourquoi le loup plus que le chien ou le lion ? Parce que les contes pour enfants font peur pour beaucoup. Mettre en scène la peur, le mal, le danger, c'est beaucoup plus fréquent que de mettre en scène la paix, tout ce qui est valorisé à un titre ou à un autre. Le mal est toujours beaucoup mieux documenté que le bien, que ce soit dans les textes ou que dans les images. C'est pour ça que l'historien a beaucoup plus prise sur l'histoire du mal et du péché que sur l'histoire de la valorisation du paradis ou de tout ce qui s'y rattache. Alors, il y a cette peur du loup ancestrale qui traîne dans les contes, dans les fables, et puis qui naturellement tend à disparaître dans le courant du XIXe siècle, et le méchant loup devient un gentil loup, assez rapidement d'ailleurs, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, mais il continue d'occuper une place importante dans les histoires pour la jeunesse, en tout cas, le livre de la jungle, bien sûr, et tous les dérivés qui en sont issus, ou des livres comme ceux de Jack London, Cro-Blanc, L'appel de la forêt, des livres pour adolescents. Et puis, au XXe siècle, des dessins animés, des bandes dessinées et des jouets en peluche. J'étais fasciné, en faisant ma petite enquête personnelle dans des magasins spécialisés, de voir que depuis une dizaine d'années, la vedette du bestiaire du jouet en peluche, c'est le loup. Avant l'ours. Et pourquoi ? Aussi pour cette raison-là ? L'ours fascinait les enfants de ma génération et de celle d'avant. Aujourd'hui, c'est le loup. Il écrase tout, à la fois dans le livre d'images et dans le jouet en peluche. Mais c'est un gentil loup, un loup sympathique. On revisite certaines histoires. Par exemple, l'histoire des 3 méchants petits cochons et du grand gentil loup. Ça inverse le code. Ah ça, donc le loup n'est plus le méchant loup. Non, ce sont les petits cochons qui sont particulièrement négatifs. Mais là aussi, c'est assez révélateur. Vous nous disiez en début d'émission qu'à travers les âges, le lien entre l'homme et le loup a varié selon les époques, les crises climatiques, les crises économiques, mais aussi dans nos symboliques, dans notre histoire, dans les contes pour enfants, ce lien-là varie. Ce lien-là varie aussi. Il faut souligner aussi que les loups d'aujourd'hui ne sont pas les loups d'autrefois. Et c'est important pour les polémiques qui ont lieu aujourd'hui. On ne peut pas faire des comparaisons trop strictes entre le comportement des loups au XXIe siècle et ce qu'il était au Moyen-Âge ou encore même au XVIIIe siècle. Ce ne sont pas les mêmes animaux du point de vue du comportement et du point de vue de la vie des campagnes, tout simplement. Donc quand on dit que le loup n'attaque jamais l'homme, c'est sans doute vrai aujourd'hui, ça n'est pas vrai dans les sociétés anciennes. Nos mots, si on reprend nos expressions modernes, avoir une faim de loup, l'homme est un loup pour l'homme, cette heure un petit peu inquiétante entre chien et loup, là aussi le lien entre l'homme et le loup, notre rapport au loup est un peu trahi dans ces expressions-là, dans nos mots, puisque parfois on en a peur et parfois on est un peu fasciné. Oui, il y a tout un bestiaire du lexique et des faits de langue. Le loup est une des vedettes animales de ses sens figurés, des adages, des proverbes. L'important pour l'historien est d'essayer de dater quand apparaissent telle ou telle expression. Il y en a qui viennent de très très loin, il y en a qui sont beaucoup plus récentes. Simplement, elles ont la vie longue. Et donc, les mauvais aspects que renvoie le lexique, et surtout le lexique figuré du loup, ça ne peut pas s'effacer comme ça. Donc, on emploie encore des expressions anciennes, alors que le loup s'est valorisé, qu'il n'est pas dangereux et qu'il est plutôt sympathique, etc. Mais les faits de langue, eux, ont la vie longue. C'est toujours comme ça. Encore un mot, Michel Pastoureau, sur la nuit. On sait que le loup est un animal qui voit la nuit. Pourquoi ça inquiète tant l'homme ?
parce que dans les sociétés anciennes, on a très peur des ténèbres, on recherche toujours la lumière, donc la nuit, c'est une période qui fait peur, on doit se protéger, et alors les êtres vivants qui vivent la nuit sont des êtres inquiétants, qu'il s'agisse d'animaux ou d'humains, donc c'est un fait général, on se méfie de tout ce qui se passe la nuit, on se couche avec le soleil, les animaux doivent se coucher avec le soleil, il y en a qui le font et d'autres qui ne le font pas. Donc ils passent pour des créatures du diable. C'est intéressant, c'est l'étymologie du mot loup dans un certain nombre de langues, notamment en latin, en grec ancien, il y a un rapport avec la lumière. Le loup, c'est un animal qui voit, c'est un animal qui voit dans les ténèbres, c'est un animal qui a un regard particulièrement acéré et son visage peut presque se limiter à 2 yeux qui voient dans la nuit. C'est ça, un loup. Et si on parle un peu du loup-garou, cet homme qui se transforme et qui prend la puissance du loup dans la nuit, expliquez-nous ce que c'est cette figure-là, ce qu'elle a été. Voilà, c'est une sorte de créature qui apparaît au cœur du Moyen-Âge. Il y a des racines un peu plus anciennes, mais ça commence vraiment au Moyen-Âge. C'est l'idée que certains jours, plutôt certaines nuits, des hommes se transforment en êtres surnaturels, prennent une forme animale, le plus souvent celle d'un loup, se comportent comme en général un très méchant loup. Ils quittent leurs vêtements, ils se livrent à toutes sortes d'actes répréhensibles et au petit matin, en remettant leurs vêtements, ils redeviennent humains. Alors quelquefois, c'est par nature qu'ils font ça, mais le plus souvent, c'est parce qu'ils sont victimes d'un mauvais sort ou parce qu'il s'est produit un événement qui les a transformés en loups-garous malgré eux. Quelquefois, ils ne retrouvent pas leurs vêtements, ils sont condamnés à errer comme loups-garous tout au long de leur existence. Ce qui me frappe dans vos propos, Michel Pastoureau, c'est que finalement, on fait dans notre symbolique humaine une différence forte entre le mâle, loup, ou parfois l'homme loup-garou, et puis la femelle. Et la femelle, si on vient à ce chapitre-là, sur ce sujet-là, on a parlé de la lubricité, on a parlé de loupa, mais parlons aussi un peu de la louve, dans ce qu'elle a de plus maternel et maternante. Prenons l'exemple, par exemple, de Rome et du mythe de Rémus et Romulus. Il y a cette figure aussi-là de mère louve aimante et protectrice. Oui, c'est un schéma qu'on rencontre aussi pour d'autres animaux. Le mâle est redoutable, cruel, dangereux, etc. Et la femelle fait un peu soupape. C'est elle qui incarne le bon aspect des choses. Donc oublions la louve prostituée, disons. Et il y a aussi une bonne louve, qui est une bonne mère, qui s'occupe bien de ses petits. Alors le mythe de la louve romaine qui élève Romulus et Rémus, bien sûr, c'est le plus célèbre. C'est une mère nourricière. De son lait, elle a nourri les 2 enfants dont l'un va fonder Rome, Rome qui commence par un fratricide, il faut le souligner, Romulus tue Rémus. Mais c'est la même chose avec l'ours, par exemple. Le mâle est quand même un animal plutôt négatif, la femelle est une bonne mère, c'est la même chose avec le cochon, il a tous les vices, le cochon mâle, mais la truie, elle, est une mère nourricière, elle a des vertus, elle protège ses petits. Donc c'est un schéma qu'on rencontre assez souvent dans le bestiaire. La femelle prend sur elle les bons aspects de l'espèce et le mâle n'a que les mauvais aspects. Je vous propose, Michel Pastoureau, qu'on regarde des images qui sont assez étonnantes. Elles ont été tournées par le photographe animalier Vincent Munier. Il est allé tout au nord du Canada à la rencontre des loups arctiques. Il a attendu des jours durant et voilà cette rencontre. Putain, j'étais chaud. Que je vous attends, putain. Eux m'avaient tout de suite repéré parce qu'ils étaient en chasse, comme souvent quand ils sont comme ça en groupe. Et là, donc il y a 9 loups qui m'encerclent en l'espace de quelques minutes.
Mais là, aucune appréhension, rien. J'ai toujours un fusil pour me protéger d'une attaque éventuelle d'ours polaire, mais j'y ai même pas pensé. J'ai sauté sur les boîtiers, j'ai pu enregistrer ces 9 loups qui arrivent face à moi. Et j'étais euphorique, je savais que là, je vivais le moment rêvé depuis de nombreuses années. Ils étaient autour de moi, et les jeunes qui essayaient de jouer avec moi, qui tiraient sur le harnais de ma poulka. Je me mettais à plat ventre pour être au même niveau que les loups. Et parfois, ils venaient derrière moi tirer mon pantalon. Donc, quelque chose d'incroyable, des loups arctiques un contact direct. Et alors là, je laissais pas trop faire, parce que là, je me dis, oh, quand même, s'ils voient que je pense qu'ils pourraient faire leur job d'un homme un peu fatigué, malade, ils pourraient peut-être leur faire leur métier de loup. Michel Pastoureau, on entend et on sent l'émotion de Vincent Munier qui se retrouve confronté au sauvage comme ça de cet animal-là. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, ces images, Michel Pastoureau? Elle m'inspire que le sauvage d'aujourd'hui n'est pas le sauvage d'autrefois. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, les loups d'aujourd'hui, même dans le Grand Nord canadien, ne se comportent pas comme les loups du XVe siècle ou du VIIIe siècle. Mais c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus dangereux, les loups d'autrefois. Donc le rapport entre l'homme et le loup a beaucoup changé. On ne peut pas projeter dans le passé nos comportements, nos sensibilités, nos croyances sans précaution aucune. Donc il faut accepter l'idée qu'il y a eu des époques où le loup a non seulement attaqué les troupeaux, mais aussi les bergers, et s'est approché des villes et des villages, et a été dangereux pour les enfants, les hommes, les femmes. Ça n'est pas vrai à toute époque, mais ça a été vrai en Europe, en tout cas, à certaines époques. Il ne faut pas l'oublier. Malheureusement, on a beaucoup de nos contemporains qui pensent que la vie dans les campagnes est pareille aujourd'hui, et il y a 5 ou 6 siècles en arrière. C'est absurde. Mais c'est-à-dire que vous, aujourd'hui, je le disais en introduction, le loup a été réintroduit en Suisse dans les années 90, au mi-temps des années 90. Aujourd'hui, deux cantons permettent de tirer des jeunes loups pour maîtriser l'émeute. Ça veut dire que vous, avec votre regard d'historien sur l'actualité d'aujourd'hui, vous vous dites... Vous avez raison, ou bien peut-être vous vous dites protégeons les loups, ils ne sont plus du tout dangereux. Oui, j'aurais tendance à dire ça. D'abord, le loup, souvent, s'est réintroduit tout seul. Oui. Et ensuite, le comportement des autorités, c'est vrai pour la Suisse, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour d'autres pays, c'est quand même absurde. C'est une espèce protégée, mais on peut en tirer un petit peu. Donc, ça crée une confusion. Moi, je pense que le loup a le droit de vivre à l'état sauvage, c'est sa nature, et que le loup mange des brebis, c'est dans sa nature de loup, on ne peut pas le lui reprocher. C'est extravagant de penser que le loup ne doit pas manger les brebis. Mais en même temps, ça pose un problème pour les bergers. Il faut comprendre aussi ce problème. Il y a une espèce de bon sens à trouver et d'équilibre. En tout cas, vu la situation des loups et des ours, je suis un grand ami des ours, je pense quand même qu'il faut protéger les espèces sauvages au maximum. Et pourtant, l'histoire, telle que vous nous la racontez dans votre livre, Michel Pastoureau, eh bien, elle est aussi jalonnée de battues, de chasse, d'organisation comme ça par les hommes contre les loups. Alors aujourd'hui, c'est peut-être juste la suite de cette même histoire-là ? Oui, sauf que les choses se sont inversées. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, des millénaires même, la nature a été redoutable, la nature globalement. Aujourd'hui, c'est l'homme qui est redoutable. Donc les rapports de force s'est inversé. Il faut essayer de retrouver un certain équilibre. La beauté, la puissance, la force du loup, comme on a pu le voir dans les images tournées par Vincent Munier, aujourd'hui, au XXIe siècle, elles sont célébrées. Vous parliez des peluches, on peut aussi penser aux emblèmes de maillots de sport ou aux programmes pour enfants ou même aux films comme ceux de Miyazaki, la princesse Mononoke. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la fascination pour le loup qui a pris le pas sur le ridicule ou la peur ?
Oui, c'est-à-dire que cet animal joue un rôle tellement grand dans notre imaginaire et dans notre symbolique la plus profonde que quand on le représente sous forme d'un dessin animé, d'un jouet en plus, ces formes n'ont plus grand rapport avec ces formes véritables. Et c'est un fait constant. Plus un animal joue un rôle important dans l'imaginaire, plus il est déformé par les représentations. C'est vrai du loup, c'est vrai de l'ours, c'est vrai du cochon. Aucun rapport entre un cochon dessiné et un vrai cochon. Mais ça souligne l'importance que dans l'imaginaire collectif, cet animal a occupé et continue d'occuper. Les malentendus sont les mêmes entre l'homme et le loup qu'entre l'homme et le cochon ou l'homme et l'ours, ou il y a plus de malentendus avec le loup? On le comprend moins bien? On peut comparer avec l'ours. Le cochon, c'est à part, puisque, comment dirais-je, c'est pas une espèce en voie de disparition. On a énormément de cochons, même le sanglier. Il y a presque trop de sangliers en Europe, pour nos autorités de tutelle en tout cas. Mais l'ours brun est encore plus en danger de disparition que le loup. Il doit être protégé, surprotégé. C'est un animal qui a été en Europe le roi des animaux pendant très très longtemps. Il n'a aucun prédateur dans la faune sauvage. Il n'y a que l'homme qui tue des ours et il en a tué vraiment beaucoup. Il ne faudrait pas que la même chose arrive avec le loup. Une question pour finir, Michel Pastoureau. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous intéresser depuis vos débuts à des sujets qui ont été plutôt considérés comme marginaux, voire déconsidérés par vos pairs, comme l'étude des couleurs dont on parlait en introduction, l'étude de l'histoire culturelle des animaux, celle de la symbolique des souvenirs. Est-ce qu'il y a quelque chose chez vous du loup solitaire, Michel Pastoureau? Il y a quelque chose d'un peu inavouable, c'est-à-dire que c'est un reste d'infantilisme. Quand j'étais enfant, comme tous les enfants, deux choses m'intéressaient, les couleurs et les animaux. Et en général, on passe à autre chose. Moi, j'ai continué, ça m'a toujours intéressé depuis la plus petite enfance. C'est assez banal. Ce qu'il est moi, c'est d'avoir continué, devenu étudiant puis jeune chercheur. Je me suis intéressé à ces deux sujets, l'histoire des couleurs et l'histoire des animaux. À mes débuts, ça semblait un peu futile, sinon ridicule. C'était de la petite histoire. Et heureusement, j'ai vu les choses changer, à la fois pour les couleurs, mais surtout pour l'animal. Aujourd'hui, l'animal pose d'immenses problèmes de société. C'est une des vedettes des questions que se posent les sciences humaines. Merci Michel Pastoureau d'être venu nous voir, d'avoir fait ce chemin-là depuis Paris pour nous parler du loup. Quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux ou bien sûr à l'adresse fautpascroire@rts.ch.